Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va passer en revue quelques-unes des nouveautés de la semaine, mais un épisode en mode dégradé vu que j'ai pas récupéré une partie des titres qui m'intéressaient cette semaine. Mais avant ça, on va commencer par évoquer la disparition de la semaine, évidemment Jim Shooter, dont on a appris le décès en début de semaine. Jim Shooter, c'est le grand échalas, là, caricaturé par Fred Hembeck, et accompagné de quelques héros Marvel qui ont quand même pas l'air très rassurés. Jim Shooter, c'est un personnage important du monde des comics, qui a vraiment eu un rôle majeur dans l'évolution, alors de Marvel évidemment, mais du médium dans son ensemble. Mais c'est un personnage controversé aussi, et en particulier pour son rôle justement d'éditeur en chef chez Marvel de 1978 à 1987. Et dans ce numéro du Comics Journal, on a une longue interview de Jim Shooter qui date de septembre 1980. Donc à l'époque, ça fait pas tout à fait 3 ans qu'il est en poste. Et en fait, toute la première partie de l'interview, elle est consacrée au conflit qui oppose Shooter à plusieurs personnes qui ont quitté Marvel à l'époque. Alors il y a Rick Marshall qui était éditeur chez Marvel et que grosso modo Shooter a viré, et qui en gros accuse Shooter d'utiliser des méthodes de nazis, rien que ça. Et puis il y a surtout 2 scénaristes importants de Marvel, Marv Wolfman et Roy Thomas, qui sont tous les deux partis chez DC. Et aussi, sans aller aussi loin que Rick Marshall, ils vont quand même bien tailler en pièces Shooter à l'époque en interview. Au passage, Wolfman et Roy Thomas, ils avaient tous les deux été éditeurs en chef de Marvel avant Shooter. Roy Thomas, il avait succédé à Stan Lee de 72 à 74, et Wolfman, lui, c'était en 75-76. Et grosso modo, les années 70, c'était une période extrêmement bordélique pour Marvel, où on a eu droit à une valse des éditeurs en chef, où en fait certains auteurs respectaient pas les deadlines et ça foutait le bordel dans les parutions, et où chacun bossait un petit peu dans son coin sans véritable supervision. Et quand Jim Shooter va débarquer, il va reprendre tout ça en main, il va recadrer et il va rationaliser toute la partie éditoriale, et ce qui va pas se faire sans heurts, en particulier avec les scénaristes qui étaient également leur propre éditeur, ce que Shooter va bannir. Et certains scénaristes, ils y ont vu une ingérence dans leur processus créatif, alors que, du point de vue de Shooter, en tout cas, tel qu'il le présente à l'époque, notamment dans cette interview, l'éditeur il était plutôt là pour canaliser la créativité des scénaristes, pour les aider à mettre en forme leurs histoires, ou bien pour leur suggérer des idées auxquelles ils auraient peut-être pas forcément pensé. Parce que, si on revient au commencement, Jim Shooter, c'était d'abord un scénariste. Et, alors je pense que c'est bien connu aujourd'hui, mais il a vendu ses premiers scénarios à DC alors qu'il avait seulement 14 ans. Il habitait à Pittsburgh, son père bossait dans la métallurgie, et il a commencé à écrire et dessiner des histoires de la Légion des super-héros qu'il a envoyé à DC. Et début 1966, Mort Weisinger, qui était l'éditeur de la Légion, il va l'embaucher. Et il va l'embaucher sans savoir qu'il a affaire à un gamin de 14 ans. Et à l'époque, en 1966, alors la Légion, elle existait depuis 1958, et elle paraissait dans Adventure Comics, et on avait principalement 3 scénaristes qui bossaient à tour de rôle sur la série. Il y avait Jerry Siegel, le papa de Superman, il y avait Otto Binder, qui lui venait de
des magazines de science-fiction, et surtout, il y avait Edmond Hamilton. Et Hamilton, c'était vraiment un des écrivains américains de science-fiction importants depuis les années 20. C'est un des auteurs qui ont le plus participé à la création et au développement de ce qu'on a appelé le space opera. Et c'est aussi lui, au début des années 40, qui est le créateur d'un personnage que tout le monde ou presque connaît en France, le Capitaine Flamme. Sauf que aux États-Unis, il s'appelait Captain Future. Et d'ailleurs, au passage, on peut enfin lire depuis quelques années ses aventures en France aux éditions du Bélial. Ils viennent d'ailleurs tout juste de sortir un nouveau tome et ils viennent de rééditer le tout premier qui était épuisé. Pourquoi je parle d'Hamilton ? Parce que en 1966, quand il écrit les aventures de la Légion, donc quand même, tous les membres, je le rappelle, sont des adolescents du 31e siècle. Hamilton, lui, il a 62 ans. Et quand tu le remplaces du jour au lendemain par un gamin de 14 ans, forcément, ça fait un choc. Et tout à coup, tu as des ados qui se mettent à vraiment parler et à se comporter comme des ados. Et en fait, surtout, Shooter, il a lu ce que publiait Marvel à l'époque, et il y a vu ce que les jeunes lecteurs comme lui y trouvaient, et qui manquait vraiment cruellement aux publications d'ici de l'époque. Ce côté moderne dans le traitement des personnages, et puis ce dynamisme permanent au niveau du storytelling. Et c'est ce qu'il va essayer d'insuffler dans ses créations chez DC. Et il va faire bouger les choses. Et d'ailleurs, dès son tout premier épisode, dans Adventure Comics numéro 346, Shooter va introduire 4 nouveaux membres dans l'équipe, Princess Projectra, Karate Kid, Ferrolad et Nemesis Kid. Alors bon, sur les 4, en fait, il s'avère que l'un d'entre eux est un traître chargé de saboter la Légion de l'Intérieur, et ce sera le sujet de la première histoire de Shooter, qui va s'étendre sur 2 numéros. Et puis, quelques mois plus tard, il va aussi créer ceux qui vont devenir probablement les adversaires les plus emblématiques de la Légion, c'est les Fatal Five. Et leur première apparition qu'on a ici, elle va d'ailleurs se conclure par la mort d'un des membres de la Légion. Alors, Shooter va aussi bosser sur Superman dans les pages d'Action Comics. C'est lui notamment qui va créer le personnage du Parasite. Et puis, il va aussi écrire en 1968 les premiers épisodes de Captain Atom. Captain Atom, c'est une série dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui était l'adaptation en comics d'une gamme de jouets. Et même si la série s'est arrêtée assez vite, Jim Shooter, il a dû se dire à l'époque que c'était une idée à creuser, puisque 20 ans plus tard, quand il dirigera Marvel, donc, c'est là qu'on aura les adaptations des Micronauts, de Rome, de G.I. Joe, des Transformers, et puis, évidemment, le partenariat avec Mattel, qui donnera naissance à Secret Wars en 1984. Shooter, il va lâcher le monde des comics à la fin des années 60, il va aller bosser quelques années dans la pub, et puis il va faire son retour 5 ans plus tard, d'abord chez DC, et puis très vite aussi chez Marvel. Et de ses débuts chez Marvel, les épisodes qu'on retient le plus, je pense, c'est probablement ce qu'on a appelé par la suite la Korvac Saga, dans Avengers 167 à 177. Et dans ces épisodes, Shooter reprend un vilain mineur de l'univers Marvel. En gros, c'est un cyborg du 31e siècle qui se rêve en maître de l'univers. Et ce personnage, il va totalement le réinventer. Il va en faire en fait un personnage en apparence totalement ordinaire, sans histoire, qui vit dans un quartier pavillonnaire tranquille, mais qui est en réalité un des êtres les plus puissants de l'univers. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les histoires de Shooter, dans différentes variations.
mais c'est voilà, l'individu qui est tout à fait quelconque, mais qui, en réalité, détient le pouvoir quasiment d'un dieu. Alors, c'est le personnage de l'homme molécule dans les guerres secrètes, et dans sa suite, qui a quasiment tout pouvoir sur la réalité, mais qui, en fait, veut juste vivre une vie qui soit la plus ordinaire possible. Et puis, dans la deuxième série, c'est le Beyonder, là aussi qu'on nous présente comme une quasi-divinité cosmique, et qui part à la découverte de ce qu'est l'humanité. Alors, on peut critiquer le résultat, et effectivement, la série est pas bonne du tout, mais le postulat de base, lui, je trouve qu'il était intéressant. Plus généralement, en fait, ce qui intéresse souvent Shooter, c'est de mettre des individus ordinaires aux prises avec l'extraordinaire. Et en fait, c'est les bases du Marvel, du New Universe, qui lance donc en 1986, et qui vraiment ce sera son plus gros échec chez Marvel. Mais c'est aussi les bases de l'univers Valiant, qui va lancer 5 ans plus tard, et où il va participer à l'écriture de quand même un bon paquet des premiers titres qui vont paraître chez cet éditeur. Bref, Shooter, c'est un scénariste qui avait, je trouve, une vision intéressante et qui était plutôt singulière, mais c'est évidemment avant tout en tant qu'éditeur en chef de Marvel, qu'on se souvient de lui. Et dans la première moitié des années 80, sous sa direction, Marvel va apporter une modernité qu'on n'avait jamais vue jusque-là dans les comics de super-héros, et qui va exploser la concurrence. C'est Daredevil par Frank Miller, c'est les Fantastic Four de Byrne, c'est Thor par Walt Simonson, c'est Iron Man par Michael Ainley Layton et Romita Jr., c'est les New Mutants de Claremont et Sienkiewicz, etc., etc. Et puis, c'est aussi la ligne Epic qui va créer et qui va confier à Al Milgrom et Archie Goodwin, où là aussi, on aura quand même quelques chefs-d'œuvre. Elektra Assassin de Miller et Sienkiewicz, Marshall Law de Pat Mills et Kevin O'Neill, le Silver Surfer de Stanley et Moebius. D'ailleurs, Marvel va publier à l'époque, en Epic, pas mal d'œuvres de Moebius qui n'avaient jamais été traduites aux États-Unis, et c'est aussi chez Epic que sera traduit notamment Akira. Et d'un autre côté, Jim Shooter, il a aussi pas mal fait pour faire progresser les droits des artistes de chez Marvel, notamment pour qu'ils puissent récupérer leur planche originale, ou bien le fait qu'ils puissent aussi toucher des royalties dans certaines conditions. Et en fait, même le fait qu'ils se soient brouillés avec quantité de scénaristes et d'artistes, au final, ça a revitalisé le monde des comics dans son ensemble. C'est par exemple Marv Wolfman et George Perez qui quittent Marvel et qui vont chez DC relancer les Teen Titans, qui sera quand même à l'époque la série DC la plus populaire, et la seule à pouvoir rivaliser avec les X-Men de Claremont, et qui feront ensemble, évidemment quelques années plus tard, Crisis on Infinite Earth. Bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire sur Jim Shooter. J'ai même pas parlé là de Broadway Comics, d'Acclaim ou de Defiant. Il y a probablement un bouquin à lui consacrer qui, à ma connaissance, n'existe pas. Mais bon, voilà, je voulais lui rendre hommage, et je voulais surtout insister sur l'importance du bonhomme dans l'histoire des comics, qu'on l'aime ou pas. Et puis, pour faire la transition et pour aborder les sorties de la semaine, ma transition, elle est toute trouvée, puisqu'on va rester chez Marvel, et on va rester dans la période Jim Shooter, avec l'intégrale 1984-1985 des Avengers, par Roger Stern, Al Milgrom, Bob Hall et quelques autres, qui est sorti chez Panini. Alors, on va survoler ça un petit peu rapidement. C'est la 3e intégrale consacrée à la période où Roger Stern était le scénariste de la série.
Et comme d'habitude, on a droit à une préface assez passionnante par Roger Stern lui-même sur les coulisses de la création de ces épisodes. Épisode qui démarre au numéro 246, avec, on retrouve comme dans le volume précédent, Al Milgrom et Joe Sinnott au dessin, même si sur cet épisode, Sinnott il a reçu le renfort de quelques autres artistes sur certaines planches, et sur la fin de l'épisode en particulier. Et ici, par exemple, on reconnaît assez facilement une planche ancrée par John Byrne. Alors, c'est le début d'une histoire en 3 parties qui est consacrée aux Éternels, la création de Jack Kirby. Le problème des Éternels, c'est que ça se situait clairement hors continuité, et que Marvel va ensuite un petit peu galérer pour réintroduire les personnages et leur mythologie dans le cadre du Marvel Universe. Et ces épisodes y participent, notamment en faisant apparaître un lien entre les Éternels et le personnage de Star Fox, qui est membre des Avengers à l'époque, et qui est aussi par ailleurs le frère de Thanos. On enchaîne ensuite avec la naissance officielle des West Coast Avengers dans le premier numéro de leur mini-série, toujours avec Roger Stern au scénario et avec Bob Hall et Brett Breeding au dessin. Et on va donc découvrir les membres de cette nouvelle équipe, à savoir Hawkeye, son épouse Mockingbird, Iron Man, qui à l'époque n'est plus Tony Stark, mais c'est James Rhodes. Et puis on a également Tigra et Wonder Man. Plus on a le Suaire, Shroud en VO, qui fait une apparition dans ce premier épisode. Et plus que les intrigues et les ennemis, qui sont assez anecdotiques dans ces premiers épisodes, ce qui est intéressant, c'est le traitement des personnages par Roger Stern, où en fait tous ont l'air de souffrir à des degrés divers du syndrome de l'imposteur, et chacun en fait se demande s'il a bien sa place dans une telle équipe. C'est Hawkeye qui se demande s'il a vraiment l'étoffe d'un leader, c'est Mockingbird qui n'a pas de super pouvoir et qui se demande si elle ne doit pas sa place dans l'équipe uniquement au fait d'être mariée avec Hawkeye. On a Iron Man qui n'a pas l'expérience de Tony Stark. Et puis, il y a Tigra et Wonder Man qui se sont jamais sentis tout à fait à l'aise dans leur rôle de super-héros. Ça donne une équipe dont les membres doutent beaucoup et qui, en fait, vont devoir redoubler d'efforts pour s'imposer à la place qu'on leur a confiée. Et ça donne une dynamique assez intéressante au scénario. Entre les 2 premiers numéros de West Coast Avengers, on a l'annuel numéro 7 d'Iron Man. Alors cette fois, c'est par Bob Arras, Luke McDonnell, Ian Akin et Brian Garvey. Mais c'est une histoire qui se situe tout à fait dans le même registre que la précédente. Et puis, c'est aussi un épisode qui voit un ancien super-vilain prendre une nouvelle identité. C'est l'ancien Power Man qui devient désormais Goliath. Et c'est un personnage qu'on verra assez régulièrement par la suite dans l'univers Marvel, et qui surtout qui sera un des membres fondateurs des Thunderbolts sous le nom d'Atlas. J'avance jusqu'à Avengers numéro 249. Alors, numéro 249 qui lui c'est un inédit. C'est l'épisode inédit de ce volume. Luke l'avait pas publié à l'époque dans Strange, essentiellement parce que c'est un épisode qui est très lié au Thor de Walt Simonson, que Luke publiait pas à l'époque. Et c'est une époque dans laquelle les légions de Surtur attaquent New York pendant qu'il y a des tempêtes de neige qui frappent l'ensemble de la planète.
Ensuite, on va passer au numéro anniversaire de la série. Le numéro 250, si je le retrouve. Voilà. Et dans ce numéro 250, on a les deux équipes d'Avengers qui affrontent un adversaire qui était déjà présent au début de l'intégrale dans les épisodes avec les Éternels. C'est Maelstrom. Alors, honnêtement, le personnage de Maelstrom, il a pas vraiment la carrure pour jouer le rôle d'un adversaire d'envergure. Et de mon point de vue, c'est vraiment l'épisode le plus faible de cette intégrale. Alors, au passage, c'est aussi le dernier épisode dessiné par Al Milgrom, qui sera remplacé à partir du mois suivant par Bob Hall. Bob Hall qui avait déjà bossé sur la série en 1982, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de Roger Stern au scénario. Et puis, les 4 derniers épisodes de cette intégrale, ils vont principalement être consacrés à Vision. Vision qui avait déjà un comportement étrange dans les épisodes précédents, et qui en fait ici va décider de prendre le contrôle de l'ensemble des systèmes informatiques de la planète pour en gros faire du monde une utopie. Et ses coéquipiers vont devoir essayer de le ramener à la raison. C'est une intrigue que je trouve assez intéressante et assez réussie, même si, de mon point de vue, elle s'achève trop tôt. En fait, elle s'arrête avant que Vision ait pu véritablement passer à l'acte. Mais évidemment, ça invoque tout un tas de questionnements sur le rôle des super-héros, sur leur implication dans le monde réel, sur leur capacité à améliorer ou pas les choses, et puis, évidemment, la question de la méthode employée, et de savoir si la fin justifie les moyens. Et c'est des questionnements qui finalement font pas mal écho à ceux que se posait Jim Shooter dans la Korvac Saga, Articule. Et du coup, voilà, la boucle est bouclée entre ma première et ma deuxième partie. Youpi. En bonus de cette intégrale, on a pas mal de choses intéressantes. Notamment, si je commence par la fin, on a quelques planches originales, notamment celle des couvertures des 4 numéros de West Coast Avengers. Et puis, une fois de plus, on a cette sale habitude de Panini de pas traduire le rédactionnel. Et vraiment, je trouve que c'est se foutre des lecteurs. À quoi ça sert d'acheter une VF si on se retrouve comme ici, avec des textes en anglais? D'autant plus que c'est un article qui est vraiment intéressant sur le projet de crossover entre les Avengers et la Justice League, et pourquoi ça s'est pas fait à l'époque. Alors, vraiment, je regrette que ça n'ait pas été traduit, et en même temps, on a 2 paragraphes de présentation qui ont été traduits en haut, et c'est de la merde. Mais vraiment. Alors déjà, juste un truc, mais on annonce que l'article provient de Marvel Age numéro 13. Alors c'est pas vrai, ça vient pas du numéro 13, ça vient du numéro 19. Mais bon, là-dessus, l'erreur, elle vient de la VO, donc je passe. Par contre, dans le paragraphe suivant, sur la 2e page, il est écrit quand même, je cite, « Bien que rejetée par les lecteurs de l'époque, l'idée a finalement été reprise 20 ans plus tard par Perez lui-même. » Bien que rejetée par les lecteurs de l'époque. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça veut dire que c'est les lecteurs qui n'ont pas voulu d'un crossover entre les Avengers et la Justice League. Alors évidemment, c'est pas du tout ce que dit l'article. Et alors du coup, je suis allé jeter un œil sur le Marvel Masterworks en VO, et ce que dit le texte ici en VO, c'est « While crushing for fans of the time », autrement dit, c'était tragique, c'était dramatique pour les fans de l'époque, le fait que ce crossover n'ait pas été publié.
comment est-ce que tu peux faire un contresens pareil ? Mais rien que par rapport au contexte, c'est juste complètement débile. Même tu fais traduire par Google Trad, ça aurait été moins pire que ça. Et quand je vois ce genre de truc, ça me rend dingue. Et, alors, effectivement, si c'est pour faire une merde pareille, effectivement, vaut peut-être mieux laisser l'article en VO. Et donc, calmons-nous. Pour en revenir à l'article en question, il est vraiment intéressant, mais avec quand même quelques réserves. Parce que, bon, vu que c'est un article paru dans Marvel Age, soit un magazine publié par Marvel, bon, on se doute bien qu'il n'est pas d'une neutralité absolue, et il va d'ailleurs systématiquement prendre la défense de Jim Shooter, mais il fait quand même aussi référence aux réactions du côté de chez DC, et notamment, il cite les propos assez durs de George Pérez à l'encontre de Jim Shooter à l'époque. Bref, c'est vraiment intéressant, et ça méritait évidemment d'être traduit par quelqu'un qui parle anglais de préférence. Ah, voilà. Avengers, l'intégrale 1984-1985 est donc paru chez Les Patates de Panini Comics. 392 pages au format 17 par 26 cm, traduit par Laurence Bellingard, Benjamin Viette et Nick Mailander, et il est vendu 36€. On passe chez Delcourt avec Rocketeer, la cargaison maudite, de Mark Waid et Chris Samnee. Alors là, c'est une mini-série qui date de 2012, qui était initialement parue chez IDW, et que Delcourt avait déjà publié en 2013, sous le titre « Le Cargo Maudit ». Et en ce qui me concerne, ça fait vraiment plaisir de voir Delcourt remettre en avant le personnage de Rocketeer. J'avais déjà consacré une vidéo à la série originale de Dave Stevens, et puis j'avais également parlé dans Une semaine en comics de ses nouvelles aventures, avec quand même du très beau monde qui s'essayait sur quelques pages à mettre en scène le personnage. Et donc, on enchaîne avec cette mini-série qui est vraiment très fun. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, aux États-Unis, cette mini, elle paraît alors que ça fait tout juste quelques mois que Chris Samnee bosse sur Daredevil avec Mark Waid. Et du coup, je sais pas s'ils ont bossé sur ces épisodes de Rocketeer en parallèle de leur travail sur Daredevil, ou s'ils l'avaient bouclé juste avant. Je sais pas trop comment ça se goupille. Mais bref, l'histoire de Mark Waid, elle s'inscrit évidemment dans la continuité du travail de Dave Stevens. On y retrouve ses principaux protagonistes, et on y retrouve aussi un des vilains que Stevens mettait en scène dans ces épisodes. Et puis, on a bien sûr toujours la relation très tumultueuse, voire orageuse, entre Cliff et Betty. Et leur relation, elle va pas s'arranger avec l'introduction d'un nouveau personnage, Sally, qui est la nièce de Peavy, et qui est évidemment red dingue de Cliff, elle aussi. Mais le personnage de Sally, il se limite pas à ce seul aspect. C'est aussi une gamine qui est décidée à devenir pilote, elle aussi, et qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, ou de se laisser ploter par un vieux dégueulasse, comme c'est le cas dans la toute première scène. Bref, Sally, elle est gentille, mais faut pas trop l'emmerder non plus. Donc je le disais, Mark Waid, il s'inscrit tout à fait dans la lignée du travail de Dave Stevens sur la série, mais il va pousser les choses 2 ou 3 crans plus loin. Et en particulier, son intrigue, elle va s'appuyer sur une idée assez typique du cinéma, et plus généralement de la culture populaire de l'entre-deux-guerres. Et à mi-parcours, le récit il va quand même prendre une tournure assez what the fuck. Alors, ça pourrait rebuter certains lecteurs qui préféraient quand Rocketeer restait dans le cadre plus strict du pur récit d'aventure. Là, la moitié du récit, on bascule quand même plus du côté de la science-fiction zinzin,
Mais j'avoue que, en ce qui me concerne, ça me va très bien. Et puis, au dessin, on a donc Chris Samnee, alors qui œuvre dans un registre quand même très éloigné de celui de Dave Stevens. Mais là aussi, je trouve que ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. Je trouve qu'il a parfaitement bien réussi à s'inscrire dans le style et dans l'ambiance de l'époque. C'est vraiment le pur esprit pulp de l'époque. Et puis, c'est évidemment extrêmement dynamique, comme c'est toujours le cas avec Chris Samnee. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, c'est du très chouette boulot, c'est du pur fun, ça vole un peu dans tous les sens, et de ce point de vue, en fait, c'est tout à fait à l'image du personnage, qui est quand même rarement foutu de voler en ligne droite pendant très longtemps. Rocketeer, la cargaison maudite, est paru chez Delcourt, 112 pages au format 19 par 28 cm, traduction de Jérôme Wilkie, pour un prix de 16,95 €. Et on va terminer mes achats de la semaine par le tome 3 de Void Rivals, de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, chez Urban Comics. Et c'est le seul titre Urban que j'ai réussi à choper cette semaine. Pour ce qui est de G.I. Joe, des Transformers et de Rook Exodus, ce sera pour la semaine prochaine. Et non, je ne parlerai pas de Silence 2. Et puis, en ce qui concerne la collection Superman de la Fnac, je les ai pas chopés non plus. Et j'essaierai d'en parler quand j'aurai les titres qui m'intéressent entre les mains. Donc, Void Rivals. Je vais essayer d'en parler en évitant d'être trop précis sur l'intrigue en général, histoire de pas spoiler celles et ceux qui seraient pas à jour dans leur lecture. Alors, on continue de suivre le parcours de Darak et Solila, qui sont désormais chacun de leur côté. Et en fait, l'un comme l'autre vont découvrir des secrets sur l'histoire de leur monde respectif. Alors, des secrets parfois contradictoires, mais qui font dans tous les cas progresser l'histoire, et qui répondent aussi à certaines questions qu'on se pose quasiment depuis le début de la série. Et de ce point de vue, Robert Kirkman, il joue quand même habilement entre apporter des réponses et puis poser de nouveaux mystères et de nouvelles interrogations pour relancer son récit. Kirkman, il va aussi multiplier les intrigues secondaires et les nouveaux protagonistes. Et là aussi, c'est fait assez habilement, avec souvent, on a une succession de courtes scènes qui permettent en fait de passer d'une intrigue à l'autre, et surtout de donner du rythme à son récit. Alors même que c'est quand même une écriture qui est relativement décompressée. Il me semble que certains épisodes, si tu les prends individuellement, je pense qu'ils ont quand même une méchante tendance à tirer à la ligne, mais quand tu les prends comme ça, par paquet de 6, ça fonctionne vraiment très bien. Et surtout, toutes ces différentes intrigues et sous-intrigues du récit, elles vont permettre d'inscrire plus profondément l'histoire de Void Rivals dans l'histoire plus large de l'Energon Universe. À la base, je le rappelle, la série elle a servi de rampe de lancement à l'Energon Universe, mais dans ses premiers épisodes, elle s'en est quand même tenue assez éloignée. Et là, c'est plus du tout le cas. Ça s'inscrit vraiment totalement dans la trame d'ensemble de cet univers. Et je trouve que ça fonctionne de mieux en mieux. J'étais pas particulièrement emballé à la lecture du premier tome. L'univers qui était mis en scène, il me semblait pas spécialement intéressant. Et là, c'est bon, je pense que je suis définitivement accro. Je prends vraiment plaisir à lire cette série. Et les quelques révélations auxquelles on a droit, je trouve qu'elles fonctionnent bien. Et j'ai vraiment envie de voir où tout ça nous emmène.
Void Rivals tome 3, La lumière de Zerta, est donc sorti chez Urban Comics. 136 pages au format 19 par 28 cm, traduction de Julien Di Giacomo, pour un prix de 18,50 €. Ouais, ça fait partie des titres impactés par la nouvelle grille tarifaire d'Urban, qui est entrée en vigueur au 1er juillet. À part ça, les autres sorties intéressantes de la semaine, on a l'intégrale Punisher 1989-1990. Là aussi, comme l'Avengers, c'est un gros bébé, 376 pages. Et en fait, le sommaire, il correspond grosso merdo à cette Epic Collection en version originale. Alors en fait, l'intégrale, elle démarre un petit peu avant. Elle démarre à l'épisode 24 de la série régulière. Alors les numéros 24 et 25, c'est les derniers dessinés par Erik Larsen. Et le numéro 25, en fait, c'est un épisode double où Larsen est ancré par Al Williamson. Et je trouve que ça donne un résultat assez intéressant. Pardon. Alors, j'ai pas lu tout ça récemment, donc je vais essayer d'aller assez vite. Si je reprends l'ordre de parution de l'Epic Collection, je sais pas si c'est le même dans l'intégrale. On a d'abord le graphic novel Return to Big Nothing de Stephen Grant et Mike Zeck, qui était le duo déjà à l'origine de la toute première mini-série consacrée au personnage. Alors, ce graphic novel en France, il était paru à l'époque en grand format chez Comics USA en 1989, et puis Marvel l'avait réédité en 2002, et je crois qu'il n'avait jamais été republié depuis. Et je trouve que c'est vraiment un des tout meilleurs travaux de Mike Zeck. Ensuite, on revient à la série régulière avec des épisodes ici dessinés par Russ Heath. Russ Heath qui était un des grands artistes américains des années 50-60. Alors bon, ici on est quand même assez loin de son meilleur niveau, mais néanmoins je trouve que ça reste plutôt intéressant. On a ensuite, j'avance. Évidemment, j'ai pas marqué mes pages. Est-ce que je suis déjà allé trop loin? J'ai l'impression. Oui, voilà. Donc on a ensuite le graphic novel Intruder par Mike Baron et Bill Reynolds. Alors ça aussi, ça avait été publié en France à l'époque. Ça avait été publié dans Top BD chez Lug. Et puis on a ensuite un court récit en noir et blanc par toujours Mike Baron et Mike Vosberg au dessin. Et puis ensuite on revient à la série régulière au numéro 28, et on retrouve désormais Bill Reynolds, qu'on vient de voir sur Intruder. On le retrouve comme artiste principal sur la série. Et alors, ces premiers épisodes, ils sont parus dans le cadre de l'event Acts of Vengeance, dans lequel, en fait, les héros faisaient face à des adversaires qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Et du coup, eh bien, comme on le voit ici, le Punisher, il va se retrouver face à Fatalis. Ouais. Alors, tous les épisodes suivants sont signés par Mike Baron et Bill Reynolds, avec notamment, si j'avance, on a droit, c'est par ici, c'est par là, on va avoir droit à, voilà, un Punisher en mode biker, une histoire sur 2 épisodes. Et puis, l'intégrale, elle s'arrête là, elle s'arrête au numéro 32. Donc ça s'arrête en fait juste avant les épisodes que je vais quand même vous laisser apercevoir, les épisodes avec les Rivers qui viennent tout droit des pages d'Uncanny X-Men. Mais pour lire ces épisodes, il faudra attendre l'intégrale suivante. Donc voilà, je trouve qu'on a
plutôt de bonnes choses au sommaire. Alors, quand même, surtout les graphic novels. La série régulière, franchement, il y a à boire et à manger. Et puis, surtout, en fait, le truc, c'est que le travail de Garth Ennis sur le personnage, il a quand même filé un bon coup de vieux à toute cette époque. Mais cette réserve faite, dans mon souvenir, ça se lit quand même plutôt bien. Et puis, je termine en signalant la sortie en format souple de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill, avec, au sommaire, les 2 premières mini-séries. Et ça, c'est un truc dont je conseille absolument la lecture. C'est magnifique, c'est inventif, c'est la période où Alan Moore s'amusait avec tous les archétypes du genre, et c'était quand même incroyablement fun. Par la suite, la série est quand même devenue beaucoup moins abordable, mais ces premiers récits, vraiment, c'est du pur bonheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. La suite qui sera la 100e d'une semaine en comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.